Le matin où Célène est partie, le ciel avait la couleur de la cendre. Elle n'avait emporté que ce qu'elle pouvait porter. Un sac pour elle, un sac pour leur fils. Tout le reste, les robes qu'il lui avait achetées, les bijoux qui la désignaient comme la compagne de l'Alpha, la vie qu'elle avait construite entre ses murs. Elle a tout laissé derrière elle. Tiernan n'avait que 4 ans. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère pleurait. Il ne comprenait pas pourquoi son père n'était pas venu lui dire au revoir. Tout ce qu'il savait, c'est que sa petite main était enroulée dans la sienne et qu'il s'éloignait de la seule maison qu'il ait jamais connue. Karis observait depuis la fenêtre de son bureau. Il se disait que c'était la bonne décision. Célène trouverait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pourrait l'aimer comme elle le méritait. Et lui, il serait enfin avec Valen. La femme qu'il aimait depuis bien avant que le devoir et les obligations ne le forcent à un accouplement qu'il n'avait jamais voulu. Il se disait que Célène guérirait. Il se disait que son fils lui pardonnerait. Il se disait que le vide douloureux dans sa poitrine ne signifiait rien, juste la rupture d'un lien qui n'aurait jamais dû être forgé. Mais alors qu'il regardait sa compagne et son enfant disparaître par les portes de Valdros, quelque chose de froid s'installa dans ses os. Un murmure d'avertissement qu'il refusait d'entendre. Karis avait fait son choix. Il a choisi son premier amour. Il a choisi le passé plutôt que le présent, le souvenir plutôt que la réalité, et une promesse murmurée dans sa jeunesse plutôt que les vœux prononcés en vérité. Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir, que tout ce que Valen lui avait dit était un mensonge, et le temps qu'il comprenne ce qu'il avait perdu, il serait presque trop tard pour le récupérer. La dispute s'était terminée il y a des heures, mais Célène pouvait encore la sentir résonner dans ses oreilles. Elle était assise au bord du lit qu'elle avait partagé avec Karis pendant 5 ans. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Sa respiration était soigneusement contrôlée. Elle avait appris il y a longtemps à ne pas pleurer devant lui. Les Oméga étaient déjà considérés comme fragiles. Elle refusait de lui donner la satisfaction de leur donner raison. Mais maintenant, seule, dans le silence de leurs appartements, les larmes sont venues quand même. Il avait prononcé les mots si calmement. C'est ce qui l'a le plus détruite. Pas de colère, pas de cruauté, juste une explication calme et mesurée, comme s'ils discutaient d'accords commerciaux ou de conflits frontaliers. Valen est de retour. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Toi et moi savons que cet accouplement était arrangé. Il vaudrait mieux pour tout le monde que nous y mettions fin proprement. Proprement. Comme si 5 ans de mariage pouvaient être balayés comme de la poussière sur une étagère. Comme si le fils qui dormait dans la chambre d'à côté était un inconvénient mineur, plutôt qu'un morceau vivant et respirant d'eux. Célène pressa sa paume contre sa poitrine, là où le lien de compagnon pulsait faiblement. Il n'avait jamais été fort, pas comme le lien que d'autres couples accouplés décrivaient. Karis avait toujours gardé une partie de lui-même en retrait. Elle s'était dit que c'était suffisant. Elle s'était dit que l'affection pouvait se transformer en amour, que la patience serait récompensée, que si seulement elle était assez bien, assez dévouée, assez parfaite, il finirait par la voir, elle. Elle avait été une idiote. Un léger coup à la porte, la fille essuyait rapidement son visage. Maman? Tiernan se tenait sur le seuil. Ses cheveux sombres étaient ébouriffés par le sommeil. Ses yeux gris, les yeux de son père, grands ouverts de confusion. Pourquoi es-tu triste? Célène ouvrit les bras et il courut vers elle. Il grimpa sur ses genoux avec la confiance facile d'un enfant qui n'avait jamais connu que l'amour. Elle enfouit son visage dans ses cheveux et respira son odeur. Du lait, du miel et le léger parfum de cèdre qui le marquait comme le fils de son père. « Maman est juste fatiguée, » murmura-t-elle. « Retourne dormir, mon petit. »« Est-ce que papa vient? » La question fut comme un couteau entre ses côtes. « Pas ce soir. » Tiernan accepta cela avec la simple résilience de l'enfance. Il se blottit contre sa poitrine. Et en quelques minutes, sa respiration devint régulière, il s'était endormi. Célène le serra dans ses bras jusqu'à ce qu'il lui fasse mal. Puis elle le déposa doucement sur le lit et se dirigea vers la fenêtre. La lune était basse au-dessus de Valdros. Elle jetait une lumière argentée sur les vastes terres du domaine ancestral de la Meute. Elle était arrivée ici en tant que jeune mariée de 19 ans, nerveuse et pleine d'espoir. Croyant que son accouplement arrangé avec l'alpha le plus puissant des territoires du Nord était le début de quelque chose de beau. Elle lui avait tout donné, son corps, sa loyauté,
sa jeunesse, un fils, et il lui avait donné de la tolérance, une distance polie, la gentillesse occasionnelle à laquelle elle s'était accrochée comme à de l'eau dans un désert. Maintenant, même cela lui était retiré. Elle pensa à Valen. La femme était revenue à Valdros il y a 3 semaines, toute de cheveux dorés et de sourires entendus, et Caris s'était transformé sous les yeux de Célène. La froideur qu'elle avait apprise à gérer fondait quand Valen était proche. Il riait d'une manière que Célène n'avait jamais entendue. Il touchait Valen avec une aisance qu'il n'avait jamais montrée à sa propre compagne. Célène avait essayé de se battre. Elle avait essayé de lui rappeler leurs vœux, leur fils, et la vie qu'ils avaient construite. Mais Caris l'avait regardé avec quelque chose de pire que la colère. Il l'avait regardé avec pitié. « Tu mérites quelqu'un qui puisse t'aimer pleinement », avait-il dit. « Je ne suis pas que cette personne. Je ne l'ai jamais été. » Célène se détourna de la fenêtre. Elle avait un choix à faire. Elle pouvait rester et regarder son mari afficher son premier amour sous son nez, endurer les murmures de la meute, et apprendre à son fils que l'amour signifiait accepter les miettes de la table de quelqu'un d'autre. Ou elle pouvait partir. Elle n'avait pas d'argent à elle, pas de famille où retourner. Ses parents étaient morts quand elle avait 17 ans, et elle n'avait ni frère ni sœur. L'accouplement avec Caris avait été arrangé par son oncle. Il l'avait échangé contre une faveur politique, puis avait rapidement oublié son existence. Mais elle avait ses mains, elle avait son esprit, et elle avait un fils qui méritait de savoir que sa mère n'était pas une femme qui se rendait simplement. Au moment où l'aube se leva sur Valdros, Célène avait pris sa décision. Elle n'emporta que ce qu'elle pouvait porter. Et quand Tiernan se réveilla, elle lui prit la main et sortit par les portes principales sans se retourner. 3 semaines plus tôt, Caris avait cru que sa vie prenait enfin un sens. Il se tenait dans son bureau. Il examinait des rapports de la frontière Est. Quand la porte s'ouvrit sans qu'on frappe, une seule personne à Valdros oserait une telle présomption, et il souriait déjà avant même de lever les yeux. « Tu travailles trop. » Valen s'appuya contre le cadre de la porte. Ses cheveux dorés tombaient en cascade sur une épaule. Son sourire était le même qu'il y a 10 ans, quand ils étaient jeunes, insouciants et désespérément amoureux. « Quelqu'un doit bien empêcher cette meute de s'effondrer, » répondit Caris en posant ses papiers. Elle traversa la pièce avec la grâce fluide qui avait toujours fait battre son cœur. « Tu as des conseillers pour ça, des bêtas, tout un conseil. » Elle s'arrêta devant son bureau, assez près pour qu'il puisse sentir son parfum. Du jasmin et quelque chose de plus sombre en dessous. « Tu as une compagne pour ça. » Le mot tomba avec une précision calculée. Caris se pencha en arrière dans son fauteuil. « Célène et moi avons un arrangement. »« Vraiment? » Valen pencha la tête. Ses yeux bleus étaient doux, empreints d'une sorte de sympathie. « Je t'ai observé avec elle, Caris. Tu es poli. Distant. Vous partagez un lit mais pas une vie. Ce n'est pas un arrangement, c'est une prison. Il aurait dû défendre sa compagne. Il le savait. Mais les mots ne venaient pas, mais... Ah, cher Valen avait raison. Son accouplement avec Célène avait été arrangé par son père il y a 6 ans. Une alliance stratégique entre Valdros et une meute plus petite au sud. Caris avait accepté parce que le devoir l'exigeait, parce que son père était mourant et voulait voir son fils installé, parce que Valen avait disparu de sa vie sans explication, et il s'était convaincu qu'il ne la reverrait jamais. Puis Célène était arrivée, silencieuse et sérieuse, et complètement différente de la femme qu'il avait aimée. Elle était belle d'une manière subtile, des cheveux sombres et des yeux sombres, et une quiétude qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Elle lui avait donné un fils. Elle avait géré sa maison avec une efficacité sans faille. Elle ne s'était jamais plainte une seule fois quand il venait dans son lit, par obligation plutôt que par désir. Mais elle n'était pas Valen, elle ne l'avait jamais été. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda Caris. La question qu'il évitait depuis que Valen était apparu à ses portes. Son sourire vacilla. « Je te l'ai dit, mon père m'a envoyé au loin. Il a découvert notre relation et a décidé que l'héritier alpha d'une meute rivale n'était pas un parti convenable pour sa fille. Il a arrangé un accouplement pour moi dans les territoires du Sud. Je n'avais pas le choix. Et ton compagnon? » Mort. La voix de Valen était neutre, depuis 2 ans maintenant. « Il n'y avait pas d'amour entre nous, Caris. Il n'y a jamais eu que toi. » Elle tendit la main par-dessus le bureau et prit la sienne. Caris sentit ce contact comme du feu. « J'ai attendu, dit-elle doucement. J'ai attendu d'être libre. Et puis je suis revenu.
Je sais que tu es accouplé. Je sais que tu as un fils. Mais je sais aussi que ce que nous avions ne disparaît pas simplement. Dis-moi que tu ne le sens pas. Dis-moi que tu ne penses plus à moi. Il ne pouvait pas lui dire ça, car il pensait à elle tous les jours, toutes les nuits. Pendant 5 ans passés aux côtés d'une femme qui n'était pas elle, il avait pensé à Valen. J'ai un fils, dit-il, hein, mais les mots sonnaient faibles même à ses propres oreilles. Ton fils sera toujours ton fils, mais les enfants sont résilients. Il s'adaptera. Valen serra sa main. La question est de savoir si tu vas passer le reste de ta vie à accomplir ton devoir, ou si tu vas enfin t'autoriser à être heureux. Caris la regarda, cette femme qui avait hanté ses rêves pendant une décennie, et il fit le choix qui allait tout détruire. Je parlerai à Célène, dit-il. Ce soir. Le sourire de Valen était radieux. Elle se pencha par-dessus le bureau et l'embrassa, doucement, lentement, pleine de promesses. J'ai attendu si longtemps de t'entendre dire ça. Quand elle se recula, ses yeux brillaient de larmes. Nous allons être si heureux, Caris. Tu verras. Tout va enfin être comme ça, aurait dû l'être. Elle le laissa seul dans son bureau, le goût d'elle encore sur ses lèvres, et Caris, l'idiot qu'il était, la crut. Il ne vit pas le sourire qui se dessina sur sa bouche alors qu'elle s'éloignait. Il ne remarqua pas que ses larmes avaient séché à l'instant où elle lui tourna le dos, et il n'entendit pas le murmure qu'elle souffla dans le couloir vide. Maintenant, il n'y a plus que nous. 6 mois plus tard, Célène reconnaissait à peine sa propre vie. Elle avait quitté Valdros avec rien d'autre que 2 sacs et la main de son fils dans la sienne. Elle s'était attendue à échouer. Elle s'était attendue à revenir en rampant en quelques semaines, brisée et suppliante. Au lieu de ça, elle avait survécu. Le premier mois avait été brutal. Elle n'avait aucune référence, aucune relation, aucune meute prête à accueillir une Oméga déshonorée, publiquement rejetée par l'un des alphas les plus puissants du Donor. Elle avait dormi dans des pensions qui sentaient la moisissure et le désespoir. Elle avait travaillé dans des cuisines, récurant des casseroles, jusqu'à ce que ses mains se gercent et saignent. Elle avait souri malgré l'épuisement parce que Tiernan la regardait, et elle serait morte avant de le laisser la voir craquer. Puis elle avait trouvé Brennick. Le vieux bêta tenait une petite auberge à la périphérie de Thornwood, un territoire neutre situé entre 3 terres de meute et n'appartenant à aucune. Il avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'un sanctuaire. L'arrangement était pratique au début. Elle nettoyait les chambres et servait les repas. Il lui payait un salaire juste et ne posait aucune question sur la marque effacée sur son cou ou sur le fils qui ne lui ressemblait en rien. Mais Brennick était devenu plus qu'un employeur. Il était devenu un ami, un mentor, une figure de grand-père pour Tiernan, qui s'épanouissait sous l'attention patiente du vieil homme. Maintenant, Célène se tenait dans la cuisine de l'auberge de Thornwood, pétrissant la pâte pour le pain du soir, et elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Maman, regarde. Tiernan fit irruption par la porte de derrière, les joues rouges d'avoir couru, une poignée de fleurs sauvages serrées dans son poing. Pour toi, annonça-t-il fièrement. Brennick a dit que les violettes s'appellent des lavandes et qu'elles aident à bien dormir. Célène s'essuya les mains sur son tablier et s'agenouilla pour accepter le bouquet écrasé. Elles sont magnifiques, mon petit. Merci. J'ai choisi les meilleures. Le visage de Tiernan était sérieux, avec la gravité d'un enfant de 5 ans en mission importante. Brennick a dit que j'ai de bons yeux. Brennick est très sage. Depuis le seuil de la porte, le vieux bêta se mit à rire. Il était buriné, avec des cheveux blancs, un visage comme du cuir craquelé et des yeux qui ne manquaient rien. Le garçon a du talent. Peut-être que j'en ferai mon apprenti. Il a 5 ans, lui rappela Célène. L'âge parfait pour commencer à apprendre, non corrompu par de mauvaises habitudes. Brennick fit un clin d'œil à Tiernan. Va te laver. Le dîner est dans 1 heure. Tiernan détala et Célène retourna à son pain, mais elle sentait le regard de Brennick sur elle. Tu es en train de guérir, dit-il finalement. Je n'étais pas sûr que tu y arriverais. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Certaines personnes se brisent. Pose-toi. Célène enfonça ses jointures dans la pâte, travaillant la tension dans sa poitrine. Je me suis brisé de nombreuses fois. Je l'ai simplement fait là où personne ne pouvait voir. Brennick hocha lentement la tête. Ce n'est pas se briser. C'est être humain. La cloche au-dessus de la porte d'entrée sonna, signalant un nouveau client.
Brennick alla les accueillir, laissant Selene seule avec le silence et le rythme de son travail. Elle ne pensait plus à Carice, pas souvent, pas comme mais pendant les premières semaines terribles où le lien de compagnon avait fait mal comme une blessure qui ne se refermait pas. Le lien s'était estompé maintenant, étiré et aminci par la distance et la négligence. Elle le sentait à peine, juste un fil ténu quelque part au fond de sa poitrine, facile à ignorer. Elle se demandait parfois s'il avait accompli le rituel de rupture, s'il avait pris Valen comme nouvelle compagne, s'il pensait parfois au fils qu'il avait rejeté avec sa femme non désirée. Puis elle repoussait ses pensées car elles ne servaient à rien. Le passé était le passé. Elle avait construit une nouvelle vie, une vie où elle était appréciée pour elle-même, pas pour ce qu'elle pouvait fournir. Selene façonna la pâte en pain et les mit de côté pour qu'il lève. Elle ne savait pas qu'à 300 miles de là, dans les couloirs froids de Valdros, son ancien compagnon apprenait que la femme qu'il avait choisie n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle ne savait pas que Karis avait déjà commencé à la chercher, poussée par la culpabilité, le désespoir et l'horreur grandissante de ce qu'il avait fait, et elle ne savait pas qu'il était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Car à ce moment précis, la porte d'entrée de l'auberge de Thornwood s'ouvrait, et l'homme qui entrait, vêtu d'une cape et d'une capuche contre le froid de l'automne, regardait une femme aux cheveux sombres à travers l'embrasure de la cuisine. À côté d'elle se tenait un homme que Karis ne reconnaissait pas, plus âgé, à l'aise dans son espace, riant de quelque chose qu'elle avait dit. Karis sentit ses griffes sortir avant de pouvoir les arrêter. Son loup bondit en avant avec une processivité qu'il n'avait aucun droit de ressentir. « Elle n'est plus à toi, se dit-il. Tu l'as abandonnée. » Mais en regardant Selene sourire à un autre homme, en regardant son fils appeler cet étranger par son nom, Karis comprit avec une clarté brutale exactement ce qu'il avait jeté, et il n'avait aucune idée s'il pourrait jamais le récupérer. Karis n'entra pas dans l'auberge cette nuit-là. Il resta dans l'ombre de l'autre côté de la rue, observant par la fenêtre Selene dans la chaleur et la lumière d'un monde qui ne l'incluait plus. Elle souriait au vieux bêta. Elle riait de quelque chose qu'un client disait. Elle souleva Tiernan sur sa hanche et l'embrassa sur le front avec une aisance qui parlait de contentement. Elle avait l'air heureuse. Cette prise de conscience le brûla comme de l'acide. Et en 5 ans de mariage, il ne l'avait jamais vue comme ça, détendue, sans garde, libre. Il lui avait fait ça. Il l'avait rendue si malheureuse que le quitter avait été une libération. Karis se détourna de la fenêtre et marcha dans l'obscurité. Il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de comprendre comment tout s'était effondré si rapidement. 3 mois plus tôt, il était certain de vivre enfin la vie qu'il était censé avoir. Valen avait emménagé à Valdros. Elle avait pris la place de Selene dans ses appartements, ses conseils et son lit. Elle lui avait souri avec ses yeux bleus et il avait cru chaque mot qu'elle prononçait. Puis les fissures avaient commencé à apparaître. Ça a commencé par de petites choses. La cruauté de Valen envers les serviteurs, mise sur le compte du stress. Sa jalousie quand il passait du temps avec quelqu'un d'autre, expliquée comme de la passion. Ses questions constantes sur les finances de la meute, sur les alliances, sur les mouvements de ses guerriers. Il y avait répondu parce qu'elle allait être sa compagne, et les compagnons partagent tout. Puis son bêta, un guerrier grisonnant nommé Corvin, qui avait servi la meute pendant 30 ans, était venu le voir avec des inquiétudes. Les meutes du Sud se mobilisent, avait dit Corvin, et j'ai appris que Valen envoyait des messages de l'autre côté de la frontière à la famille de son compagnon décédé. Karis avait balayé cela d'un revers de la main. Elle maintient de vieilles relations. Il n'y a rien de sinistre là-dedans. Mais les mots de Corvin avaient planté une graine de doute. Il avait commencé à observer Valen plus attentivement. Il avait remarqué la façon dont son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, la façon dont elle esquivait les questions sur ses années dans le Sud, la façon dont elle tressaillait quand il la touchait de manière inattendue, comme si ses mains étaient quelque chose à endurer plutôt qu'à accueillir. Une nuit, il l'avait trouvée dans son bureau, fouillant dans des documents auxquels elle n'avait aucune raison d'accéder. Des cartes des défenses de Valdros, des routes d'approvisionnement, l'emplacement des maisons sûres utilisées par les membres de la meute en temps de guerre. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle s'était retournée et pendant un instant non gardé, il avait vu quelque chose sous son beau masque, quelque chose de froid, de calculateur. Puis c'était parti, remplacé par un sourire tremblant.
Je n'arrivais pas à dormir. Je cherchais quelque chose à lire. Il avait voulu la croire. Il avait eu besoin de la croire, car l'alternative signifiait admettre qu'il avait détruit sa famille pour un mensonge. Mais 3 nuits plus tard, un de ses guerriers intercepta un messager transportant des lettres scellées de Valen à une meute rivale du Sud. La meute qui avait été la famille de son compagnon décédé. La meute qui avait rassemblé des forces le long de la frontière depuis des mois. Les lettres contenaient tout. Les mouvements de troupes, les faiblesses défensives, les noms des conseillers les plus fiables de Karis et les pointes de pression qui pourraient être utilisées pour les retourner. Valen était une espionne. Elle ne l'avait jamais aimé. Elle avait été envoyée pour infiltrer Valdros, pour séduire l'Alpha, pour déchirer sa famille et le laisser vulnérable à la conquête. Et Karis, aveuglé par une décennie de désir, lui avait tout donné sur un plateau d'argent. Il l'avait confronté cette nuit-là, les lettres serrées dans son poing, son loup hurlant de soif de sang. Elle n'avait même pas essayé de nier. « Tu as toujours été si facile », avait-elle dit, sa voix dépouillée de chaleur, languissant pour un fantasme, ignorant la femme dévouée juste devant toi. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'apparaître, et tu as jeté tout ce qui comptait vraiment. Je t'aimais. Tu aimais un souvenir. Je n'ai jamais été cette fille, Karis. J'ai toujours été ça. Elle avait souri alors, et c'était comme voir un masque tomber enfin. Ton père a eu raison de m'envoyer au loin. Il a vu ce que tu refusais de voir, que je te détruirais si on m'en donnait l'occasion. Son père. La révélation l'avait frappé comme un coup physique. Mon père savait? Ton père a payé le mien pour m'emmener. Il savait ce que j'étais, ce qu'était ma famille. Il a arrangé ton accouplement avec cet oméga spécifiquement pour te protéger de moi. Valen avait ri doucement. Et tu lui en as voulu pour ça. Tu lui en as voulu à elle. Tu as passé 5 ans à punir une femme innocente de t'aimer, tout ça parce que tu ne pouvais pas laisser tomber un joli visage. Karis avait voulu la tuer. Ses griffes s'étaient allongées, sa vision s'était rétrécie au rouge. Et pendant un terrible instant, il avait compris exactement à quel point ce serait facile. Mais la tuer ne ramènerait pas ce qu'il avait perdu. Il avait ordonné qu'on l'emmène aux cellules à la place. Il avait envoyé un message à ses alliés au sujet de la menace du Sud. Il avait commencé à préparer Valdros à une guerre que sa propre folie avait provoquée. Et puis il s'était mis en route pour retrouver sa compagne et son fils. Il avait fallu 2 mois pour les retrouver. Selene avait bien brouillé ses pistes, se déplaçant à travers des territoires neutres, utilisant son nom de jeune fille, évitant tout lieu lié à son ancienne vie. Mais Karis avait des ressources qu'elle n'avait pas, et il avait un désespoir qui le poussait à avancer quand l'épuisement exigeait qu'il s'arrête. Maintenant, il se tenait dans le froid devant une auberge à Thornwood, observant la femme à qui il avait fait du tort, et il savait que la trouver était la partie facile. Obtenir son pardon pourrait être impossible. Il retourna dans la chambre qu'il avait louée dans une pension de l'autre côté de la ville. Il s'assit au bord du lit étroit et regarda ses mains. Ses mains avaient repoussé sa femme et son fils comme s'ils ne signifiaient rien. Ses mains avaient tenu Valen pendant que sa véritable compagne faisait ses bagages et partait. Ses mains avaient balayé l'existence de son fils comme un inconvénient. Karis ferma les yeux. Il se souvint du jour de la naissance de Tiernan. Il s'était tenu à l'extérieur de la salle d'accouchement, écoutant les cris de Selene, se sentant inutile, distant et complètement déconnecté du miracle qui se produisait de l'autre côté de la porte. Quand la guérisseuse l'avait finalement laissé entrer, Selene était épuisée, ses cheveux sombres collés à son front, son visage pâle d'effort. Mais elle souriait, un vrai sourire, du genre qu'il voyait si rarement de sa part, alors qu'elle regardait le petit paquet dans ses bras. « Il a tes yeux », avait-elle murmuré. Karis avait regardé son fils, ses yeux gris qui clignaient vers lui, et il avait senti quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qui aurait pu devenir de l'amour s'il l'avait laissé faire. Mais il ne l'avait pas laissé faire. Il s'était tenu à l'écart, convaincu que tout attachement à cet enfant serait une trahison de l'amour qu'il portait encore à Valen. Il avait été un père de nom seulement, fournissant un soutien financier et une attention occasionnelle, mais jamais la chaleur dont un enfant a besoin. Tiernan avait tellement essayé de gagner son approbation. Karis se souvenait de petites mains tirant sur sa manche, d'une voix pleine d'espoir demandant « Papa, tu veux jouer avec moi ?» Et il se souvenait de ses propres réponses, distraites et dédaigneuses. « Pas maintenant. Papa est occupé, toujours occupé.
Jamais là. Et quand il avait finalement dit à Selene qu'il mettait fin à leur lien, Tiernan dormait dans la chambre d'à côté, ignorant que son père était sur le point de l'effacer de sa vie. Quel genre d'homme fait ça? Karis ouvrit les yeux et fixa le plafond fissuré de sa chambre louée. Il connaissait la réponse maintenant. Un idiot, un lâche, un homme si aveuglé par un fantasme qu'il a détruit tout ce qui était réel. Il irait la voir demain. Il la supplierait si nécessaire. Il passerait le reste de sa vie à regagner ce qu'il avait jeté. Mais quand le matin arriva et que Karis franchit les portes de l'auberge de Thornwood, il découvrit que gagner le pardon était bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Car Selene lui jeta un regard et la chaleur quitta son visage comme l'eau d'un verre brisé. Non, dit-elle doucement, absolument pas. Elle se retourna et s'éloigna, le laissant debout au milieu de la salle commune, tandis que tous les yeux de l'endroit le regardaient avec une curiosité non dissimulée. Karis la suivit. Selene, s'il te plaît, je dois t'expliquer. Elle se retourna vivement et il vit en elle quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la colère. Une colère réelle, brûlante, incontrôlée. Expliquer quoi? Sa voix était basse mais féroce. Expliquer pourquoi tu l'as choisie, elle, plutôt que moi. Expliquer pourquoi tu as rejeté ton fils comme un bagage non désiré. Expliquer pourquoi tu as attendu 6 mois pour venir nous chercher. J'avais tort. Tu avais tort. Elle rit, et le son était aussi tranchant que du verre brisé. C'est ça, ton explication. Tu avais tort. Valen n'était pas celle que je pensais. Elle m'utilisait. C'était une espionne envoyée pour détruire Valdros de l'intérieur. Tout ce qu'elle m'a dit était un mensonge. Quelque chose vacilla sur le visage de Selene. De la surprise, peut-être, ou de la justification. Mais ce fut rapidement enseveli sous une fureur froide. Donc tu es seulement venu nous chercher parce que ta précieuse Velen s'est avérée être une traîtresse. Si elle avait été sincère, tu aurais joyeusement passé le reste de ta vie à prétendre que Tiernan et moi n'avions jamais existé. Karis ouvrit la bouche pour le nier, mais les mots ne sortirent pas. Parce qu'elle avait raison. Si Valen avait été réel, si le fantasme avait continué, il n'aurait jamais remis son choix en question. Il se serait convaincu que Selene était mieux sans lui. Il se serait dit que Tiernan s'adapterait. Il aurait construit une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne et n'aurait jamais regardé en arrière. Ce n'est que lorsque le mensonge s'est effondré qu'il a vu la vérité. Et cette vérité le condamnait plus que toute accusation qu'elle pourrait formuler. « Je le mérite, dit-il doucement. Je mérite tout ce que tu veux me dire. Mais je ne suis pas ici pour moi, je suis ici pour Tiernan. Tiernan? La voix de Selene se brisa sur le nom. Tu veux parler de Tiernan? Le fils que tu n'as pas vu depuis 6 mois? Le fils qui a pleuré jusqu'à s'endormir chaque nuit pendant des semaines en demandant pourquoi papa était parti? Le fils qui a finalement arrêté de demander parce qu'il a accepté que son père ne reviendrait jamais? Chaque mot était un couteau et Karis accepta chaque coupure. Je veux le voir, non. C'est mon fils. C'est mon fils. Selene s'approcha, et bien qu'elle soit une tête plus petite que lui, elle semblait remplir la pièce. Je l'ai porté, je l'ai mis au monde, je l'ai élevé pendant que vous nous traitiez tous les deux comme des obligations à tolérer. Tu n'as pas le droit de revenir dans sa vie parce que ta conscience a finalement commencé à te déranger. Selene, tu es un étranger pour lui maintenant. Sa voix se brisa sur les mots, et pendant un instant, il vit le chagrin sous sa colère. La mère qui avait vu son enfant souffrir. La femme qui avait recollé un cœur brisé et l'avait reconstruit en quelque chose de plus fort. Tu as fait de toi un étranger, continua-t-elle, et je ne te laisserai pas le briser à nouveau. Elle se retourna et franchit la porte de la cuisine, et cette fois, elle la verrouilla derrière elle. Karis resta seul dans la salle commune vide. Et pour la première fois de sa vie, l'alpha de Valdros n'avait aucune idée de quoi faire. 3 jours passèrent, Karis ne quitta pas Thornwood. Il ne le pouvait pas. Chaque instinct de son corps lui hurlait de rester proche, d'observer, d'attendre. Alors, il observa. Il vit Selene accompagner Tiernan à la petite école au bord de la ville chaque matin. Il vit la façon dont elle s'agenouillait pour ajuster son manteau, la façon dont elle l'embrassait sur le front, la façon dont Tiernan la serrait dans ses bras avec la dévotion féroce d'un enfant qui savait qu'il était aimé. Il vit Tiernan jouer avec d'autres enfants l'après-midi, riant avec une aisance que Karis n'avait jamais vue à Valdros. Le garçon y avait toujours été silencieux, observateur, comme s'il avait peur de faire un faux pas. Ici, il était libre. Karis vit aussi Brennick,
le vieux bêta qui avait pris sa famille sous sa protection. L'homme traitait Selene avec une affection paternelle et Tiernan avec une indulgence de grand-père. Il était tout ce que Karis aurait dû être. C'est le troisième jour que Tiernan le vit enfin. Karis se tenait près de l'école lorsque les enfants sortirent, essayant d'apercevoir son fils. Il ne s'attendait pas à ce que Tiernan le remarque dans la foule de parents qui attendaient, mais les enfants voient plus que les adultes ne le réalisent. Tiernan s'arrêta au milieu du chemin, son petit corps se raidissant. Ses yeux gris, si semblables à ceux de son père, s'écarquillèrent de reconnaissance. Pendant un instant, à couper le souffle, Karis pensa que le garçon pourrait courir vers lui. Au lieu de cela, Tiernan se retourna et courut dans l'autre sens. Il percuta les jambes de Selene, enfouissant son visage dans sa jupe, ses petites épaules secouées de sanglots. Selene leva les yeux, vit Karis debout là, et son expression devint meurtrière. Elle prit Tiernan dans ses bras et l'emporta sans un mot. Karis suivit à distance, incapable de s'en empêcher. Quand ils atteignirent l'auberge, Selene confia Tiernan à Brennick et retourna dehors, là où Karis se tenait dans la rue. « Je t'ai dit de rester loin de lui. Je n'allais pas l'approcher. Je voulais juste le voir. Il est terrifié par toi. » La voix de Selene était rauque. « Il ne comprend pas pourquoi tu es parti. Il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Parce que dans son esprit, il doit avoir fait quelque chose de mal. Les enfants se blâment toujours. Il n'a rien fait de mal, je le sais, tu le sais. Mais il a 5 ans et la seule chose qu'il comprend, c'est que son père a choisi quelqu'un d'autre plutôt que lui. Des larmes coulaient sur son visage maintenant, et elle ne prit pas la peine de les essuyer. As-tu la moindre idée de ce que ça fait à un enfant? Karis sentit ses propres yeux brûler. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. L'intention n'a pas d'importance, l'impact si. Et l'impact de tes choix, c'est un petit garçon qui sursaute quand il voit son propre père. Selene prit une inspiration tremblante. Retourne à Valdros, Karis. Retourne à ta meute, à tes guerres et à tes regrets. Laisse-nous en paix. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que je l'aime. Les mots sortirent brisés, à peine un murmure. Je sais que je n'ai aucun droit de dire ça. Je sais que je ne l'ai pas mérité. Mais c'est mon fils, et je l'aime et je ne l'abandonnerai plus. Même si tu me détestes, même s'il me déteste, je resterai dans cette ville pour le reste de ma vie si c'est ce qu'il faut. J'attendrai qu'il soit prêt. Je lui prouverai que j'ai changé. Selene le fixa pendant un long moment. Quelque chose changea dans son expression, pas un adoucissement, exactement, mais une fissure dans le mur qu'elle avait construit. Tu penses que les mots suffisent? Tu penses que te pointer et faire des discours annulera 6 mois d'abandon? Non. C'est pourquoi je ne demande pas le pardon. Je demande la chance de le mériter. Et moi? Sa voix était à peine audible. Et tout ce que tu m'as fait? Karis regarda cette femme, sa compagne, la mère de son enfant, et il s'autorisa enfin à la voir. Pas comme un substitut pour quelqu'un d'autre, pas comme une obligation, mais comme elle-même. Selene, assez courageuse pour partir quand il ne lui donnait rien, assez forte pour construire une nouvelle vie à partir de rien, assez féroce pour protéger leur fils de l'homme qui lui avait fait le plus de mal. « Je te vois maintenant, dit-il doucement. Je sais qu'il est trop tard. Je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais. Mais je te vois, Selene, et tu mérites tellement mieux que ce que je t'ai donné. » Pendant un instant, son sang-froid se fissura. Puis elle le reconstruisit, brique par brique, juste sous ses yeux. « Reste si tu le dois, dit-elle finalement. Mais tu ne t'approches pas de Tiernan à moins qu'il te choisisse de s'approcher de toi. Tu ne lui parles pas à moins qu'il ne te parle en premier. Tu ne forces pas. Tu ne mets pas la pression. Tu ne fais pas de ça une question de culpabilité. Il s'agit de lui, pas de toi. Je comprends, j'en doute. Mais peut-être que tu apprendras. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Et Karis, si tu lui fais encore du mal, il n'y a aucun endroit dans ce monde où tu seras à l'abri de moi. » Il l'a cru. 2 semaines s'écoulèrent comme des années. Karis loua un petit chalet à la lisière de Thornwood. Il trouva du travail à la scierie en dehors de la ville, un travail manuel qui le laissait assez épuisé pour dormir sans rêver. Il garda ses distances avec l'auberge, avec Selene, avec le fils qui le regardait parfois de l'autre côté de la rue, avec des yeux méfiants et incertains. Il n'était pas habitué à la patience. Les alphas agissent. Les alphas conquièrent.
Les alphas n'attendent pas, n'espèrent pas et n'acceptent pas les miettes qu'on leur offre. Mais ce n'était pas une bataille qu'ils pouvaient gagner par la force. C'était une guerre d'usure, menée par petits moments, mesurée en millimètres de confiance. Brennick fut le premier à l'approcher. Le vieux bêta apparut au chalet de Caris un soir, une bouteille de whisky à la main, et s'invita à l'intérieur sans demander la permission. « Tu es soit l'homme le plus têtu que j'ai jamais rencontré, » dit Brennick en s'installant dans la seule chaise, soit le plus idiot. Peut-être les deux. Brennick versa 2 verres et en fit glisser un sur la table. « Selene m'a raconté ce qui s'est passé. Pas tout, mais assez. Tu as choisi une autre femme plutôt qu'elle, plutôt que ton garçon. Puis tu es revenu en rampant quand l'autre femme t'a trahi. C'est un résumé exact. Et tu attends le pardon? Non. Caris prit le verre, mais ne but pas. Je n'attends rien. Je suis simplement là. » Brennick l'étudia avec des yeux vifs et malins. « Le garçon parle de toi parfois. Pas souvent, mais parfois. Tard dans la nuit, quand il pense que personne ne peut l'entendre, il demande à sa mère si papa va un jour rentrer à la maison. La gorge de Caris se serra. Elle lui dit que papa a fait des choix et que les choix ont des conséquences et que certaines choses cassées ne peuvent pas être réparées. Brennick prit une longue gorgée de whisky. « Mais je t'ai observé ces 2 dernières semaines. Tu travailles, tu attends, tu ne forces pas, tu n'exiges rien. Ce n'est pas le comportement d'un homme qui ne se soucie que de lui-même. J'essaie d'être meilleur. Essayer, c'est déjà quelque chose. » Brennick se leva, laissant son verre à moitié plein sur la table. Le garçon fait des cauchemars presque toutes les nuits. Il rêve que tous ceux qui l'aiment partent et ne reviennent jamais. Selene reste avec lui jusqu'à ce qu'il se rendorme. Elle n'a pas dormi une nuit complète depuis 6 mois. L'information était un cadeau, offert sans explication. Caris comprit ce que Brennick lui disait. Le coût de ses choix était encore payé chaque nuit par les personnes à qui il avait fait du tort. « Pourquoi me dis-tu ça? » Brennick s'arrêta à la porte. « Parce que j'ai vu Selene s'épuiser à essayer d'être à la fois mère et père. Parce que j'ai vu Tiernan lutter avec des blessures qu'aucun enfant ne devrait porter. Et parce que malgré tout, je vois la façon dont ce garçon te cherche encore. Il est en colère, effrayé et confus. Mais quelque part sous tout ça, il veut toujours son père. Qu'est-ce que je dois faire? Sois patient, sois présent, sois digne de lui. » Brennick ouvrit la porte et prit pour avoir la chance de le prouver avant que quelque chose ne se brise de manière irréparable. Il laissa Caris seul avec son whisky et ses pensées. Le lendemain matin, Caris se rendait à la scierie quand il entendit le cri. C'était un cri d'enfant, aigu et terrifié, venant de la direction de la rivière. Il courut avant même que son esprit n'ait pleinement compris ce qui se passait. Son loup bondit en avant, lui prêtant vitesse et force, et il se fraya un chemin à travers les sous-bois vers l'eau. Un groupe d'enfants se tenait sur la rive, pointant du doigt et pleurant. Et au milieu du courant printanier gonflé, s'accrochant désespérément à une branche qui se détachait lentement du rivage, se trouvait Tiernan. « Papa !» Le mot sortit de la gorge du garçon, un pur instinct l'emportant sur 6 mois de peur et d'abandon. « Papa, à l'aide. » Caris n'hésita pas. Il plongea dans l'eau à pleine vitesse, le froid lui coupant le souffle. Le courant était brutal, gonflé par la fonte des neiges des montagnes, et il luttait contre lui pour chaque centimètre de progression. Mais rien au monde ne pouvait l'empêcher d'atteindre son fils. Il attrapa Tiernan juste au moment où la branche se cassa. Le garçon enroula ses bras autour du cou de Caris avec une force désespérée, sanglotant contre son épaule. Caris lutta contre le courant, donnant des coupes de pied vers le rivage, ses muscles hurlant d'effort. Ils s'échouèrent sur la rive dans un enchevêtrement de membres et de respiration haletante. Tiernan ne voulait pas lâcher prise. « Papa !» sanglotait-il encore et encore. « Papa, papa, papa. » Caris serra son fils contre sa poitrine, pressant son visage dans les cheveux mouillés du garçon, et il pleura. « Je suis là, » murmura-t-il. « Je suis là, et je ne te quitterai plus jamais. Je te le promets. Je te le promets. » Ils ne savaient pas combien de temps ils restèrent ainsi, père et fils s'accrochant l'un à l'autre sur la rive boueuse. Ils savaient seulement que lorsqu'il leva enfin les yeux, Selene se tenait à la lisière des arbres. Son visage était blanc de terreur, ses mains tremblaient, et ses yeux, rencontrant les siens par-dessus le corps tremblant de leur fils, contenaient quelque chose qui n'était pas là avant. Pas le pardon,
Pas encore, mais la première fissure fragile de possibilité. Tiernan développa une fièvre cette nuit-là. L'eau de la rivière avait été glaciale, alimentée par la neige des montagnes, et le petit corps du garçon ne pouvait pas lutter contre le froid. Le soir, il était brûlant, frissonnant violemment et criant dans son sommeil le nom d'un père qui refusait de quitter son chevet. Selene travailla toute la nuit, appliquant des compresses froides, forçant des gorgées d'eau entre des lèvres gercées, murmurant des prières à des dieux auxquels elle n'était pas sûre de croire. Caris était assis dans un coin de la pièce, observant, impuissant. « Laisse-moi aider, dit-il pour la 10e fois. Tu ne peux pas aider. » La voix de Selene était épuisée, dépouillée de colère, ne laissant que la peur. Il n'y a rien que l'un ou l'autre puisse faire, à part attendre. Mais attendre était une agonie. Brennick avait envoyé chercher une guérisseuse, mais la plus proche était à 2 villes de distance. En attendant son arrivée, il ne pouvait combattre la fièvre qu'avec de vieux remèdes et un espoir désespéré. Vers minuit, la respiration de Tiernan changea. Elle devint superficielle, laborieuse, crépitant dans sa poitrine avec un son qui glaça le sang de Caris. Non. Selene pressa sa main contre le front de son fils, sentant la chaleur qui irradiait de sa peau. Non, non, non. Tiernan, reste avec moi, s'il te plaît. S'il te plaît, reste avec moi. Le garçon ne répondit pas. Caris traversa la pièce avant de savoir qu'il bougeait. Il prit Tiernan dans ses bras, le petit corps mou et brûlant, et quelque chose d'ancien s'agita en lui. Son loup. Pas le prédateur, pas la dominance alpha qu'il utilisait pour commander sa meute. Quelque chose de plus profond, quelque chose de plus ancien. Le lien primal entre parents et enfants. Le lien qui existait avant le langage, avant la société, avant tout, sauf le besoin désespéré de protéger sa progéniture. Caris n'avait jamais été un homme spirituel. Il avait rendu un hommage de pure forme aux anciennes traditions, aux rituels qui reliaient les métamorphes à leurs esprits animaux. Mais il n'y avait jamais vraiment cru. Maintenant, tenant son fils mourant, il croyait. Il ferma les yeux et puisa dans cet endroit où vivait son loup. « S'il te plaît, supplia-t-il, je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit. Je sais que je lui ai manqué de toutes les manières possibles pour un père. Mais il est innocent. Il ne mérite pas de payer pour mes erreurs. Prends-moi à la place. Prends n'importe quoi. Laisse-le simplement vivre. » Le loup s'agita, écouta, réfléchit, puis Caris sentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Un flux d'énergie se déplaçant de lui vers Tiernan, sa propre force vitale, sa propre vitalité, se déversant à travers le lien entre père et fils. C'était comme mourir, comme si des morceaux de lui-même étaient arrachés, mais il n'arrêta pas. Il donna tout ce qu'il avait. La pièce commença à devenir floue. Ses bras s'affaiblirent. Au loin, il entendit Selene crier son nom, mais cela semblait très lointain. Puis l'obscurité. Caris se réveilla à la lumière du soleil. Il était allongé dans un lit inconnu, couvert de couvertures. Son corps tout entier lui faisait mal comme s'il avait été battu avec des pierres. Sa gorge était sèche, sa tête lui battait, et pendant un long moment, il ne put se souvenir où il était, ni comment il était arrivé là. Puis la mémoire revint en un flot. Tiernan. Il essaya de s'asseoir et faillit s'effondrer. Des mains fortes le rattrapèrent, le ramenant doucement contre les oreillers. Doucement, le visage buriné de Brennick apparut. « Tu as failli te tuer. » La guérisseuse a dit qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Tiernan. Le mot sortit comme un croassement de Tishiton. Est-il en vie? La fièvre est tombée vers l'aube. Il dort dans la chambre d'à côté, en aussi bonne santé que peut l'être un garçon qui a failli se noyer. Un soulagement si intense déferla sur Caris qu'il sentit des larmes couler sur ses joues. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelque chose d'ancien. Quelque chose que la plupart des métamorphes ont oublié être possible. Brennick lui tendit une tasse d'eau. Tu lui as donné ta force vitale. Tu t'es presque vidé complètement. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Personne d'autre non plus. Mais le lien entre parents et enfants est puissant. Assez puissant pour faire des miracles, apparemment, si le parent est assez désespéré. Le vieux Beta l'étudia avec quelque chose qui approchait du respect. Tu étais prêt à mourir pour lui. Oui, sans hésitation. Sans penser à toi, c'est mon fils. Brennick hocha lentement la tête. Oui, c'est vrai.
La porte s'ouvrit et Célène entra. Elle avait l'air pire que lui. Des cernes sombres sous les yeux, les cheveux emmêlés, sa robe froissée d'avoir dormi sur une chaise. Mais elle le regardait différemment maintenant. Le mur était toujours là. La colère, la blessure, les années de négligence et d'abandon. Mais il y avait autre chose aussi. Tu l'as sauvé, dit-elle doucement. Je l'ai presque tué en premier lieu. Si j'avais été un vrai père, il n'aurait pas été si désespéré d'attirer mon attention qu'il aurait essayé d'impressionner ses autres enfants en traversant la rivière. Célène tressaillit. Tu savais, les autres enfants me l'ont dit. Ils l'ont mis au défi de le faire. Ils ont dit que son père ne l'aimait pas, alors il était probablement trop faible et trop effrayé pour essayer. Karis ferma les yeux contre la nouvelle vague de culpabilité. Il essayait de leur prouver qu'ils avaient tort. Le silence s'étira entre eux. Puis Célène fit quelque chose d'inattendu. Elle s'assit au bord de son lit. Quand tu t'es effondré, dit-elle, sa voix à peine audible. Quand j'ai cru que tu allais mourir aussi, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Quoi? La peur. Elle regarda ses mains jointes sur ses genoux. Pas de la satisfaction, pas de la justification. La peur. J'étais terrifié à l'idée de te perdre. Célène ne fait pas ça. Elle leva une main. Ne lis pas plus dans cela qu'il n'y en a. Je ne t'ai toujours pas pardonné. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Mais te voir verser ta vie dans notre fils, te voir te sacrifier sans un instant d'hésitation, ça m'a fait réaliser quelque chose. Quoi? Elle croisa son regard et il vit les larmes qu'elle essayait de retenir. L'homme que j'ai épousé n'aurait jamais fait ça. L'homme qui a choisi Valène plutôt que nous n'aurait jamais risqué sa vie pour qui que ce soit. Sa voix se brisa. Alors soit tu as changé, soit je ne t'ai jamais vraiment connu. J'ai changé. Il tendit la main vers elle, puis se retint. Je suis en train de changer. Je ne sais pas si je serai un jour digne de ton pardon, mais je passerai le reste de ma vie à essayer. Elle regarda sa main tendue. Pendant un long moment, elle ne bougea pas. Puis, lentement, elle tendit la main et laissa ses doigts effleurer les siens. C'était à peine un contact, un murmure de contact, mais c'était la première fois qu'elle tendait volontairement la main vers lui depuis qu'elle avait quitté Valdros. Et Karis s'accrocha à ce moment comme un noyé s'accroche à un morceau de bois flotté. La convalescence fut lente pour eux deux. Karis retrouva ses forces au cours des jours suivants, bien que la guérisseuse l'ait prévenu que ce qu'il avait fait laisserait des marques permanentes. Il avait donné des années de sa vie, dit-elle. Pas assez pour raccourcir sa durée de vie de manière significative, mais assez pour qu'il en sente la différence. Une lassitude qui ne s'estomperait jamais complètement. Un rappel de ce qu'il avait été prêt à sacrifier. Il l'accepta avec joie. Tiernan, quant à lui, se rétablit avec la résilience de l'enfance. En une semaine, il courait et riait à nouveau. La terreur de la rivière s'estompant déjà dans la mémoire. Mais sa relation avec Karis s'était transformée. Le garçon ne sursautait plus lorsque son père s'approchait. Il ne s'enfuyait pas et ne se cachait pas derrière les jupes de sa mère. Au lieu de cela, il observait Karis avec une curiosité prudente, comme s'il essayait de réconcilier le père qu'il avait abandonné avec le père qui lui avait sauvé la vie. C'était un progrès fragile et incertain, mais un progrès néanmoins. Puis le messager arriva de Valdros. Karis était assis sur le porche de son chalet, regardant le coucher du soleil, lorsque le cavalier apparut. L'homme portait les couleurs de sa meute et son visage était sombre. « Monseigneur ». Le messager descendit de cheval et s'inclina. « J'apporte des nouvelles urgentes. Parle. » Valen s'est échappé. Les mots frappèrent Karis comme un coup. « Comment? Elle a eu de l'aide? Des gardes ont été soudoyés. Des portes ont été déverrouillées. Le temps que quelqu'un s'en aperçoive, elle était partie. » Le messager hésita. « Il y a plus, monseigneur. Elle a laissé un message. » « Quel message? » « Elle a dit qu'elle vienne chercher ce que vous aimez le plus. Elle a dit que vous lui avez tout pris et qu'elle vous prendra tout. » Karis était sur ses pieds avant que le messager n'ait fini de parler. Célène. Tiernan. Valen savait pour eux. Elle vivait à Valdros quand Célène est partie. Elle connaissait l'auberge, Thornwood, tout. Il courut. L'auberge n'était qu'à quelques minutes, mais chaque seconde semblait une éternité. Son loup hurlait de peur, de rage, du besoin désespéré de protéger ce qui était à lui. Il fit irruption par la porte pour trouver la salle commune vide. « Célène !» Sa voix résonna contre les murs.
Tiernan, ils ne sont pas là. La voix venait de l'ombre près de la cheminée. Valen entra dans la lumière et elle était exactement comme il se souvenait d'elle. Cheveux dorés, yeux bleus, un sourire qui avait autrefois fait battre son cœur. Mais maintenant, il voyait ce qui se cachait sous la beauté, le calcul, la cruauté, le vide là où une âme aurait dû être. Où sont-ils? En sécurité pour l'instant. Elle se rapprocha et il vit le couteau dans sa main. Je n'ai pas encore décidé quoi faire d'eux. Ça dépend de toi. Que veux-tu? Ce que j'ai toujours voulu. Valdros. Elle pencha la tête, l'étudiant comme un prédateur examine sa proie. Tu m'as pris ça. Tu m'as enfermé dans une cellule et tu m'as envoyé pourrir pendant que tu courais après ta petite Oméga et son petit. Maintenant, tu vas me donner ce que je mérite. Et si je refuse? Son sourire s'élargit. Alors je les tue tous les deux, en commençant par le garçon. La vision de Caris devint rouge. Il se jeta sur elle, mais elle était plus rapide qu'elle n'aurait dû l'être. Elle s'écarta en riant, et deux hommes sortirent de l'ombre derrière elle. Des mercenaires, ayant jugé par leur apparence. Des gros bras. Allons, allons. Valen agita son doigt. Pas d'héroïsme. Tu es peut-être un alpha, mais tu es faible après avoir failli te tuer pour ce garçon. Et mes amis ici ont été très bien payés pour s'assurer que tu te tiennes tranquille. Caris se força à s'arrêter, à réfléchir. Où sont-ils? Demanda-t-il à nouveau, sa voix dangereusement calme. Tout près. Valen se percha sur le bord d'une table, balançant ses jambes comme une enfant. Le vieux bêta a essayé de se battre. Il est probablement mort maintenant, le pauvre. La femme et le garçon sont dans la cave, attendant de voir si tu les aimes assez pour les sauver. Dis-moi ce que tu veux. Je te l'ai dit. Valdros, cède ton territoire, tes titres et ta meute. Pars et ne reviens jamais. Elle examina ses ongles nonchalamment. Fais ça et je les laisserai vivre. Tu t'attends à ce que je croie que tu tiendras parole? Non. Mais tu le feras quand même parce que tu n'as pas d'autre choix. Elle avait raison. Caris regarda cette femme, ce monstre qui avait détruit sa vie, et il comprit avec une parfaite clarté ce qu'il devait faire. Très bien, dit-il, je signerai tout ce que tu veux. Le sourire de Valen vacilla légèrement. Elle s'attendait à plus de résistance. Vraiment? Ma meute ne signifie rien sans eux. Prends Valdros, prends tout ce que j'ai, laisse-les simplement partir. Quelque chose vacilla sur son visage. Le doute, peut-être, ou la suspicion. Mais la cupidité l'emporta. Je savais que tu finirais par voir la raison. Elle fit un geste à l'un des mercenaires. Fais monter la femme, laisse-la regarder son compagnon tout abandonné pour elle. Je veux qu'elle voie à quel point il est faible. Le mercenaire disparut dans un couloir arrière. Caris attendit. Son loup était enroulé en lui comme un ressort. Chaque muscle tendu pour la violence. Mais il se força à rester immobile, à paraître vaincu, et à donner à Valen la victoire qu'elle désirait. Le mercenaire revint, traînant Célène par le bras. Elle était meurtrie, les lèvres fendues, mais ses yeux brillaient de défi. Quand elle vit Caris, quelque chose de compliqué traversa son visage. « Es-tu blessé? » demanda-t-il. « Je vivrai. » Sa voix était stable malgré la peur qu'il pouvait sentir sous son calme. « Tiernan est toujours en bas. Ils ne l'ont pas touché. » Comme c'est touchant, lança Valen d'une voix traînante. La famille heureuse enfin réunie. Dommage que ça ne durera pas. Elle sortit un document de sa cape et le jeta sur la table. Signe, maintenant. Caris se dirigea vers la table. Il prit la plume. Il regarda Célène, puis il bougea. Cela se produisit si vite que même son loup pouvait à peine le suivre. Il renversa la table sur le visage de Valen, l'envoyant s'étaler. Dans le même mouvement, il lui arracha le couteau de la main et le planta dans la gorge du mercenaire le plus proche. Le second mercenaire dégaina son épée, mais Célène bougeait déjà. Elle attrapa un lourd chandelier sur la cheminée et le balança de toutes ses forces. L'homme s'effondra. Valen se releva en chancelant, le visage tordu de rage. « Tu vas le regretter. » « Non. » Caris s'avança vers elle et toute la dominance alpha qu'il avait réprimée revint en force. Sa voix tomba à un grognement qui fit trembler les murs. « C'est toi qui le regretteras. » Pour la première fois, il vit la peur dans ses yeux. Une peur réelle. Elle se tourna pour courir, mais Brennick bloquait la porte. Le vieux bêta était mal en point, saignant d'une blessure à la tête, mais il était bien vivant. Et il tenait d'une arbalète. « Tu vas quelque part? » demanda-t-il agréablement. Valen s'arrêta. Elle regarda Brennick, puis Caris, puis Célène,
calculant ses chances. Puis elle rit. Très bien, tu gagnes cette manche. Mais ce n'est pas fini, Karis. Ce ne sera jamais fini. Je reviendrai toujours. Et la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois, dit Selene. Elle s'avança, le chandelier toujours à la main, et le balança une fois de plus. Valen s'effondra sur le sol. Le silence tomba sur l'auberge. Karis regarda sa compagne, cette femme qui venait de l'aider à vaincre l'ennemi qui avait failli détruire leur famille. C'était pour avoir pris mon fils, dit Selene doucement, et pour m'avoir fait perdre 5 ans à aimer un homme qui ne pouvait pas me voir. Elle laissa tomber le chandelier et passa devant lui en direction de la cave. Je vais chercher Tiernan. Assure-toi qu'elle ne se réveille pas avant l'arrivée des autorités. Puis elle disparut. Karis se tenait dans les décombres de la salle commune, entouré d'ennemis inconscients et malgré tout, il faillit sourire. C'était sa compagne. Féroce, forte, incassable, il avait failli la perdre pour toujours. Les jours qui suivirent la capture de Valen passèrent comme dans un brouillard. Les autorités de Thornwood la prirent en charge. Des messagers furent envoyés à Valdros où Corvine avait maintenu l'ordre en l'absence de Karis. La menace des meutes du Sud s'évapora lorsque leur espionne fut démasquée et des négociations de paix timides commencèrent. Karis resta à Thornwood. Il aurait pu retourner à sa meute. Ses devoirs l'exigeaient, mais chaque fois qu'il envisageait de partir, il regardait Tiernan, Selene et savait que sa place était ici. La meute pouvait survivre sans lui un peu plus longtemps, sa famille non. Brennick se rétablit rapidement. Sa constitution de bêta l'aida à guérir de blessures qui auraient terrassé des hommes moins robustes. Il prenait un plaisir particulier à raconter à qui voulait l'entendre qu'il avait repoussé 2 mercenaires à lui tout seul, bien que sa version de l'histoire devienne plus élaborée à chaque récit. Tiernan, de son côté, semblait remarquablement peu traumatisé par sa brève captivité. Les enfants étaient résilients de cette façon. Il avait eu peur, oui, mais sa mère était avec lui et son père était venu les sauver. Dans son jeune esprit, c'était ainsi que le monde était censé fonctionner. C'était Selene qui restait distante. Elle parlait à Karis lorsque c'était nécessaire. Elle lui permettait de passer du temps avec Tiernan. Elle le remercia même, formellement et avec raideur, de leur avoir sauvé la vie. Mais le mur entre eux demeurait. Karis n'insista pas. Il avait promis de mériter son pardon, et cela signifiait accepter son rythme, ses conditions et ses limites, même si c'était comme mourir à petit feu. Puis un soir, 3 semaines après la défaite de Valen, Selene frappa à la porte de son chalet. Karis ouvrit et la trouva debout dans la lumière déclinante, ses bras enroulés autour d'elle, son expression incertaine. « Je peux entrer? » « Bien sûr. » Il s'écarta et elle entra. Elle regarda autour de la petite pièce, observant le mobilier spartiate, le lit défait, l'assiette et la tasse unique qui séchaient près du lavabo. « Tu vis comme un soldat, de vieilles habitudes. » Elle se tourna pour lui faire face. « Pourquoi es-tu encore là? »« Tu sais pourquoi. Valdros a besoin de son alpha. Valdros à Corvine. Il est plus que capable de gérer les choses jusqu'à mon retour. » Karis hésita. « Si je reviens. » Le front de Selene se plissa. « Que veux-tu dire? » J'ai réfléchi. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant le ciel qui s'assombrissait. « À ce qui compte, à ce que je veux que ma vie ressemble. » Et j'ai réalisé que rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit sans toi et Tiernan, Karis. Je sais que tu ne m'as pas pardonné. Je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais. Mais je sais aussi que je ne peux pas redevenir l'homme que j'étais avant. Froid, distant, mettant le devoir au-dessus de tout, il se tourna pour lui faire face. J'abandonnerai Valdros. Tout, si cela signifiait que je pouvais rester ici avec toi. Selene le fixa. Tu abandonnerais ta meute? Ton peuple? Je trouverai un moyen, nommer un successeur, fusionner avec un territoire voisin, quoi qu'il en coûte. Il fit un pas vers elle. J'ai fait le mauvais choix une fois. J'ai choisi l'héritage plutôt que l'amour, le souvenir plutôt que la réalité. Je ne referai pas cette erreur. C'est de la folie. Peut-être, mais c'est aussi la vérité. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, lentement, elle s'assit au bord de son lit. Quand tu t'es effondré, dit-elle doucement, quand tu donnais tout pour sauver Tiernan, j'ai senti le lien de compagnon pour la première fois depuis des mois. Vraiment senti. Pas le fil effacé qu'il était devenu, mais la connexion complète. Brûlante, je l'ai senti aussi.
Ça m'a terrifié. Elle leva les yeux vers lui et ses yeux brillaient de larmes non versées. J'avais passé 6 mois à me convaincre que je n'avais pas besoin de toi, que j'étais mieux seul, que Tiernan et moi construirions une vie sans toi, et que ce serait suffisant. L'étesse, c'était survivre. Sa voix se brisa. Mais ce n'était pas vivre. Chaque nuit, je restais éveillé à penser à toi, à te haïr, à te regretter, à vouloir ton retour et à redouter ton retour dans la même mesure. Caris traversa la pièce et s'agenouilla devant elle. Selene, ne fais pas ça. Elle leva une main. Laisse-moi finir. Il attendit. Tu m'as brisé. Les mots sortiront bruts, arrachés de quelque part au plus profond. Pas seulement quand tu as choisi Valen, mais chaque jour de notre mariage, quand tu regardais à travers moi au lieu de me regarder. Quand tu venais dans mon lit par obligation et que tu partais avant l'aube. Quand tu traitais notre fils comme une pensée secondaire. Tu m'as brisé lentement, morceau par morceau, et je ne m'en suis même pas rendu compte avant de n'avoir plus rien. Je sais, mais quand tu as sauvé Tiernan, quand tu as donné ta vie pour la sienne sans hésitation, quelque chose a changé. Elle tendit de la main, tremblante, et toucha son visage. J'ai vu qui tu pouvais être, qui tu essayes de devenir, et j'ai réalisé que j'ai un choix, moi aussi. Quel choix? Je peux m'accrocher à ma colère, construire des murs si hauts que plus rien ne me blessera jamais, te garder à distance pour le reste de nos vies. Son pouce traça sa pommette. Ou je peux essayer. Je peux me laisser croire que les gens peuvent changer, que tu peux changer, que nous pourrions encore avoir une chance d'avoir quelque chose de réel, Selene. Sa voix était rauque d'émotion. Qu'est-ce que tu dis? Elle se pencha en avant, posant son front contre le sien. Je dis que je veux essayer. Son souffle était chaud sur ses lèvres. Je ne promets pas l'éternité. Je ne promets pas le pardon. Mais je promets d'essayer, si tu le veux bien. Oui. Le mot sortit, brisé par le soulagement, par l'espoir, par l'amour désespéré qu'il avait enfoui si longtemps. Oui, tout ce dont tu as besoin, aussi longtemps que cela prendra. Je te prouverai que je vaux le risque. Elle l'embrassa. C'était doux, hésitant, rien à voir avec les rencontres passionnées du début de leur mariage. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Deux personnes brisées se tendant la main dans l'obscurité, espérant retrouver le chemin de la lumière. Quand ils se séparèrent enfin, Selene pleurait, mais lui aussi. 1 an plus tard, le jardin de Valdros était en pleine floraison. Des fleurs d'été tombaient en cascades de couleurs sur les terrasses qui surplombaient la vallée. C'était maintenant le jardin de Selene. Elle l'avait redessiné elle-même, arrachant les haies formelles et les sentiers rigides qui avaient dominé l'espace pendant des générations, et les remplaçant par quelque chose de sauvage, de libre, de vivant. Un peu comme leur mariage. Caris observait depuis la fenêtre de son bureau sa compagne marcher parmi les fleurs, leur fils dansant à ses talons. Tiernan avait 6 ans maintenant, plus grand qu'il n'en avait le droit, avec les yeux gris de son père et le menton têtu de sa mère. Il riait de quelque chose que Selene avait dit, le son traversant la fenêtre ouverte comme de la musique. Il fut un temps où Caris avait cru qu'il n'entendrait plus jamais ce rire. L'année écoulée n'avait pas été facile. Reconstruire la confiance était plus difficile que de la construire en premier lieu, et il y avait des jours où les vieilles blessures se rouvraient sans avertissement. Des disputes, des larmes, de longs silences qui s'étiraient à travers les pièces comme des gouffres. Mais il y avait aussi des moments de grâce, des moments où Selene le regardait et il voyait de l'amour au lieu de la lassitude, des moments où Tiernan grimpait sur ses genoux, sans sursauter et s'endormait contre sa poitrine, des moments où le lien de compagnon vibrait de contentement au lieu de douleur. Ils étaient retournés à Valdros il y a 6 mois, après que Selene eut finalement accepté de donner une chance à son monde. Ce fut un ajustement pour eux tous. La meute avait regardé leur alpha de retour et sa compagne jusqu'alors inconnue avec une curiosité à peine dissimulée. Le conseil avait murmuré sur la faiblesse, le sentimentalisme et les dangers de faire passer la famille avant le devoir. Caris les avait tous fait taire. Non pas avec de la dominance ou des menaces, mais avec des résultats. Sous sa direction, Valdros était devenu plus fort. La menace du Sud avait été neutralisée. Les accords commerciaux avaient été renégociés. De nouvelles alliances avaient été forgées avec des meutes qui étaient auparavant des adversaires. Et pendant tout ce temps, Selene était à ses côtés.
Elle avait assumé son rôle de compagne de l'alpha avec une facilité surprenante. Ou peut-être pas surprenante, songea Caris. Elle avait toujours été forte. Il avait simplement été trop aveugle pour le voir. Tu rumines encore. La voix de Brannock le tira de ses pensées. Le vieux Beta était venu à Valdros avec eux, ne voulant pas être laissé pour compte. On lui avait donné un poste au conseil, conseiller de la famille de l'Alpha, et il prenait un plaisir particulier à dire à Caris quand il était un idiot. Je réfléchis, corrigea Caris. Il y a une différence. Pas de là où je me tiens. Brannock se plaça à côté de lui à la fenêtre. Elle a l'air heureuse. Elle est heureuse. Toi aussi, bien que tu ne l'admettrais jamais. Caris s'autorisa un petit sourire, peut-être. Ils regardèrent en silence confortable Selene soulever Tiernan et le faire tourner, tous deux riant. Puis elle leva les yeux vers la fenêtre du bureau, sachant exactement où Caris se trouverait. Elle sourit. Ce n'était pas le sourire prudent et gardé qu'elle avait porté si longtemps. C'était le vrai, non filtré et sans peur, et il atteignait jusqu'à ses yeux. Caris leva la main en signe de reconnaissance. « Tu sais, dit Brannock pensivement, quand je t'ai rencontré pour la première fois devant mon auberge comme un chiot perdu, j'ai pensé que tu étais le plus grand idiot que j'ai jamais rencontré. Tu n'avais pas tort. Non, mais les idiots peuvent apprendre. Et tu as appris plus que la plupart. » Le vieux Beta lui tapa sur l'épaule. Ne l'oublie pas. Il laissa Caris seul avec ses pensées. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau et Selene entra. Elle était rouge de la chaleur de l'été, ses cheveux sombres s'échappant de ses épingles, sa robe tachée d'herbe aux genoux. Elle n'avait jamais été aussi belle. « Tiernan veut que tu sortes, dit-elle. Il a quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai juré le secret. Elle traversa la pièce et passa ses bras autour de sa taille. « Mais je pense que tu vas aimer. » Caris la serra plus près, respirant l'odeur des fleurs, du soleil et de la maison. « Merci, dit-il doucement. Pourquoi? D'avoir essayé, de m'avoir donné une autre chance, d'avoir cru que je pouvais devenir quelqu'un digne d'être aimé. » Selene leva les yeux vers lui et ses yeux brillaient d'émotion. « Je ne l'ai pas seulement cru, dit-elle. Je l'ai vu, chaque jour dans chaque choix que tu fais. L'homme qui nous a abandonnés est parti. L'homme qui se tient ici maintenant est quelqu'un que je choisis, librement, sans réserve. Je t'aime. » Les mots venaient facilement maintenant, après des mois de pratique, mais ils avaient toujours du poids. Comptaient toujours. Je t'aime aussi. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. Maintenant, viens dehors avant que ton fils n'expire d'impatience. Elle lui prit la main et le conduisit à travers les couloirs de Valdros, passant devant des serviteurs qui s'inclinaient et souriaient, passant devant des membres du conseil qui ne chuchotaient plus, passant devant le portrait de son père qui était accroché dans la grande salle. Caris s'arrêta devant. Son père le regardait avec des yeux peints sévères. L'homme qui avait arrangé son accouplement avec Selene, l'homme qui avait payé pour envoyer Valen au loin, l'homme qui avait vu le danger que Caris avait refusé de voir. « Il savait, dit Caris doucement. Il a essayé de me protéger d'elle. » Selene serra sa main. « Il a essayé de te donner une chance d'être vraiment heureux. Il ne savait juste pas comment l'expliquer. J'ai passé des années à lui en vouloir pour ça. Et maintenant, » Caris regarda le portrait un long moment. Puis il se détourna. « Maintenant, je comprends. » Ils sortirent ensemble dans le jardin, main dans la main, et Tiernan accourut à leur rencontre. Il attrapa l'autre main de son père et le tira avec urgence vers un coin du jardin que Selene avait délimité avec une corde des semaines auparavant. « Regarde, papa. Regarde ce qu'on a fait pousser. » Il retira la corde pour révéler une petite parcelle de fleurs, soigneusement entretenue, légèrement tordue, mais fleurissant avec une détermination têtue. « Celles-ci sont à moi, » annonça fièrement Tiernan. « Maman a aidé, mais c'est moi qui ai fait le travail. Je les ai arrosées tous les jours, même quand je voulais jouer à la place. » Caris s'agenouilla à côté de son fils, examinant les fleurs avec une gravité appropriée. « Elles sont magnifiques, je sais. » Tiernan rayonnait. « Maman a dit que les choses ne poussent pas si on ne s'en occupe pas. Elle a dit que l'amour c'est pareil. Il faut y travailler tous les jours, même quand c'est difficile. » Caris leva les yeux vers Selene, qui les regardait avec des larmes aux yeux. « Ta mère est très sage, dit-il. Je le sais aussi. » Tiernan jeta ses bras autour du cou de Caris. « Je t'aime, papa. » Les mots, si simples, si librement donnés,
brisèrent quelque chose dans la poitrine de Caris. « Je t'aime, mon petit, plus que tu ne le sauras jamais. » Il serra son fils contre lui, sentant le petit cœur battre contre le sien, et il fit d'un vœu silencieux. Plus jamais. Il ne prendrait plus jamais cela pour acquis, ne choisirait plus jamais les fantômes plutôt que la chair et le sang, n'oublierait plus jamais que le plus grand cadeau qu'on lui ait jamais fait se tenait juste devant lui. Sélène s'agenouilla à côté d'eux, enroulant ses bras autour d'eux deux. Et pendant un moment, ils restèrent ainsi. Une famille entière et en guérison, enlacée dans un jardin que Sélène avait construit à partir de rien, tout comme leur vie, tout comme leur amour. Le passé ne pouvait pas être effacé. Les cicatrices resteraient toujours, mais les cicatrices étaient la preuve de la survie. Et la survie était la preuve de la force. Et la force était la fondation sur laquelle ils construiraient tout ce qui viendrait ensuite. Caris regarda sa compagne, son fils, le monde qu'ils avaient créé ensemble, et il sut, avec une certitude absolue, qu'il était enfin chez lui. 5 ans plus tard, Tiernan se tenait au bord de la rivière où il avait failli se noyer. Il avait 11 ans maintenant, grand pour son âge, avec la force tranquille de son père et la détermination féroce de sa mère. Il n'avait plus peur de l'eau. Son père lui avait appris à nager correctement. Il avait passé d'innombrables heures dans les bas-fonds avec lui jusqu'à ce que la peur se soit estompée dans la mémoire. Mais il venait ici parfois quand même, pour se souvenir, pour réfléchir. Des pas s'approchèrent derrière lui. « Ta mère te cherche. » Tiernan ne se retourna pas. « Je sais. Je voulais juste un moment. » Son père se plaça à côté de lui, et ils regardèrent la rivière ensemble dans un silence confortable. « Je me souviens de ce jour, dit finalement Tiernan. Pas de tout, mais de certaines choses. Je me souviens d'avoir eu peur. Je me souviens de t'avoir appelé. Je me souviens d'avoir pensé que tu ne viendrais pas. Mais je suis venu. Tu es venu. » Tiernan leva les yeux vers son père. « Maman m'a dit une fois que tu as failli mourir en me sauvant, que tu m'as donné une partie de ta vie. » Caris hocha lentement la tête. « C'est vrai. Pourquoi? Parce que tu es mon fils, parce que je le referai sans hésiter, parce qu'il n'y a rien au monde de plus important pour moi que toi et ta mère. » Tiernan resta silencieux un moment, traitant l'information. Les autres enfants disaient que tu ne m'aimais pas, à Thornwood, avant que tout ne change, je sais. Et ils avaient raison, d'une certaine manière. Je ne savais pas comment t'aimer à l'époque. Je ne savais pas comment aimer qui que ce soit. Caris se tourna pour faire face à son fils. Mais j'ai appris. Grâce à toi. Grâce à ta mère. Parce que parfois, on ne sait pas de quoi on est capable jusqu'à ce qu'on soit forcé de choisir. Et tu nous as choisis. Je vous ai choisis. Et je continuerai de vous choisir chaque jour pour le reste de ma vie. Tiernan hocha la tête, satisfait. Puis il surprit son père en s'avançant et en enroulant ses bras autour de lui dans une étreinte serrée. « Je suis content que tu sois revenu, dit-il, sa voix étouffée contre la poitrine de Caris. « Je suis content que tu n'aies pas abandonné. » Caris serra son fils dans ses bras, sentant le battement régulier du cœur qu'il avait autrefois sauvé, et sourit. « Moi aussi. » Ils retournèrent ensemble à Valdros, père et fils. Alors que le soleil couchant peignait le ciel de nuances d'or et de cramoisie, derrière eux, la rivière continuait de couler, emportant le passé, faisant de la place pour tout ce qui était à venir. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Votre soutien compte plus que vous ne l'imaginez.